Eh bien, je vais à présent vous présenter trois personnes et trois femmes qui se trouvent à cette table. Marie Bonafé, Agnès Florin et Dominique Morel. Et je vais faire un tout petit résumé, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur elle, mais le temps nous est imparti. Commençons par Marie Bonafé. Marie Bonafé est psychiatre psychanalyste. C'est la présidente de l'association Accès. Elle en est aussi la cofondatrice avec Tony Binet et René Gatkin. Elle est décorée, Marie, des arts et des lettres, chevalier de la Légion d'honneur. Et son livre... Non, c'est pas vrai? Je dis des bêtises? Mais j'ai pas retrouvé. Ah, bah c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut te croire quand même? Oui, c'est bon, alors. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais on te croit sur parole. Son livre « Lire, c'est bon pour les bébés » a été édité pour la première fois chez Calman Levy en 1994 et il a été réédité depuis chez Fayard. Il a été traduit en espagnol, en grec récemment et bientôt peut-être en anglais. Pourquoi pas? Madame Agnès Florin, vous êtes professeure émérite de la psychologie de l'enfant et de l'éducation à l'Université de Nantes. Vos principaux thèmes de recherche sont l'éducation et le développement des jeunes enfants, la qualité de vie, le bien-être des enfants dans leur lieu de vie, l'évaluation des compétences cognitives et connatives et la prévention des difficultés d'apprentissage, l'impact des enseignements plurilingues sur le développement des enfants. Et parmi vos nombreuses publications, je me suis permis d'en retenir qu'une, désolée, mais il y en avait beaucoup, votre livre « Le développement du langage » qui a été réédité chez Luno en 2016. Et enfin, Dominique Morel, pédopsychiatre, psychanalyste, membre du bureau Accès et membre du conseil d'administration d'Accès, responsable pendant longtemps de l'ASM13, l'association santé mentale, d'un service, l'unité Benjamin, c'est ça? Voilà, l'unité Benjamin, l'ASM qui fut un projet pilote auquel le professeur René Gatkin prit part, et qui propose donc des soins de proximité aux personnes souffrant de troubles psychologiques et psychiatriques. J'oublie de tout lire, parce que j'ai peur d'oublier des choses. Eh bien, je vais laisser la parole à Marie Bonafé, qui, parmi toutes les formes de transmission de la langue orale, on sait qu'Accès privilégie la lecture individuelle en petits groupes. Et Marie, est-ce que tu peux nous expliquer justement les vertus de cette lecture individuelle, ce qu'elle nécessite aussi au préalable en termes de compétences, de savoir-être, de savoir-faire, de disposition? Alors, j'avais le titre de mon intervention, le surpris en quelque sorte, c'est Hommage à René Gatkin. Voilà. Je vais donc reprendre un peu. Alors, ce n'est pas du passéisme, je dirais malheureusement. C'est vrai que les idées que nous avons développées, l'impulsion au départ du professeur Gatkin, s'étendent, comme ça a été dit. Mais nous avons trop de demandes pour accompagner la formation de nouveaux projets. Voilà. Et il reste encore beaucoup à faire, notamment dans l'implantation dans les zones les plus difficiles, quartiers de la périphérie des villes, campagne. J'ai été à Alençon, dans le département de l'Orne, où il faut un travail remarquable qui va être publié. Et je pense que dans le territoire, en France et outre-mer, il reste encore beaucoup de choses à faire et nous nous y employons. Mes amis du ministère ont bien ouvert toutes les portes. Je voudrais aussi, avant d'intervenir vraiment sur le cœur du sujet, rappeler que la spécificité d'Accès, c'est de travailler en partenariat avec le service public, c'est-à-dire avec les services de médiathèque. Nous sommes accueillis ici, en lien avec les services de petite enfance de proximité. Et les interventions de cet après-midi montreront l'importance. En effet, que parfois, en France, c'était une des idées de René Gatkin, et pourquoi nous avons fait cette direction, les bibliothèques, les services du livre, les services de la gaieté, je dirais, avec les livres, même si il y a du sérieux, et parfois négligé quand on met en place
les services de prévention, de l'illettrisme. Et ce courant, la France est un pays lecteur, je le répète souvent, mais l'image de la lecture passe plutôt par l'école et les librairies. C'est par l'école que ça se passe et donc ça aboutit à un pays de lecteurs. Mais l'image du lecteur reste souvent une image soit d'excellence scolaire, en tout cas de bonne réussite scolaire, soit de milieux assez aisés dont les parents ont des livres à la maison. C'est implicite, ce n'est jamais dit, mais c'est vrai que dans les projets qui se font, je vois des têtes qui... Enfin, j'ai même entendu parler d'une journée dans la capitale, il y a longtemps de ça, sur la lecture, qui s'était faite avec les auteurs, il y avait les écoles, les librairies, et on avait oublié les bibliothèques qui ont fait grève ce jour-là. C'est dans le passé. C'est dans le passé. Mais voilà, nous avons à prendre en compte cette situation, pas être trop négatif, et à dire, ah, n'oubliez pas les mal de livres et n'oubliez pas les compétences des professionnels de bibliothèque qui, s'agissant de la petite enfance, doivent absolument s'appuyer sur les compétences des personnels qui s'occupent des bébés et de leur famille. Alors, éloge de René Viatkin, et de nous, je dois dire, avec Tony Lenné, avec nos services, c'est l'éloge du travail collectif. C'est l'éloge de la psychiatrie de l'enfant, pour nous, ne peut pas se concevoir sans cet ensemble de travail collectif, à tous les niveaux. Donc je vais, dans mon intervention, surtout parler de la personne de René Viatkin et de la façon dont il a pu apporter dans le champ du développement de l'enfant sain ou de l'enfant perturbé d'autres spécialités proches. Ces liens avec Jean Hébrard, à l'époque, il y avait le mouvement des hébertistes, et comment ça a transformé tout ce qui pouvait se passer au moment dans l'école primaire, notamment avec l'institution du collège unique. Avec les services de Piaget à Genève, puisqu'il a été à la fin de sa carrière professeur à Genève, et où il a toujours été régulièrement en contact. L'hôpital Henri Roussel, la Sorbonne avec Lagache, le professeur Lagache, et tous les grands noms de l'orthophonie, Madame Borel-Maisoni, de la psychomotricité, en lien avec son complice, ami de professeur Julien de Ajuria-Guerra et ses équipes qui aussi travaillaient dans un collectif. Nous avons reproduit à petite échelle cette dimension dans les séminaires et les observations. Nous rejouons 5 fois par an maintenant, avec René Viatkin, c'était tous les mois, nous rejouons ce que nous appelons les réunions de synthèse, où chacun apporte sa vision, avec sa compétence et avec sa pratique, à tous les niveaux de hiérarchie, je dirais, c'est comme ça qu'on dit, dans les services, c'est-à-dire responsable des services, et aussi dans nos services de psychiatrie, on s'adressait parfois aux personnes qui avaient un contact avec, qui faisaient le ménage, disons, et aussi toutes les autres, voilà. C'est une réaction là. Cette dame est au Brésil maintenant. Une petite pensée pour elle, Patricia, qui fait une animation. Donc dans les animations justement, et quand nous les reprenons à nos séminaires, il y a toujours le point de vue de chacun. Je crois que s'agissant des bébés et des livres, et je vais arriver à des points plus théoriques, il est impossible que chacun ait une opinion seule. Les enseignants, bien sûr, de maternelle, et plus tard les enseignants de primaire, puisque je vais parler un tout petit peu de ça, sont concernés. Excuse-moi, Gilbert Viatkin, dans la continuité familiale, a fait un article récemment dans Psychiatrie de l'enfant, où il montre cette importance pour l'intérêt de l'enfant et de sa famille et de ses parents, et de ce que nous appelons ces réunions de synthèse régulières tout au long de la vie de l'enfant, et surtout quand il est perturbé. Mais pour nous, c'est quand nous sommes obligés d'accrocher, que nous devons accrocher l'hameçon comme ça, dans des familles où c'est compliqué. Et il montre que chacun arrive avec sa vision, avec un petit bout, je dirais, de l'enfant. Mais on est dans un morcellement. Et malheureusement, l'intérêt de ces réunions entre services
enfin je dirais qu'elle n'est plus financée, parce que maintenant on est... Et il est en train de disparaître. Et nous maintenons ce drapeau-là, grâce à René Dyadkine, nous continuons ces réunions de synthèse, ces réunions collectives pour la mise en place de projets où chacun dit son point de vue. Alors, pour passer maintenant aux questions plus théoriques, il s'agit d'une idée tout à fait nouvelle, disons, enfin qui date vraiment de cette époque-là, 1979, qui a été vraiment une rupture avec ce colloque, les conditions d'apprentissage de la lecture, où Jean Hébrard, Geneviève Path, Emilia Ferrero des équipes de Piaget et René Dyadkine étaient présents aux côtés des enseignants, des participants habituels de l'éducation nationale, avec notamment, donc, je répète, Jean Hébrard. Et à cette époque-là, l'idée d'introduire de la lecture des livres de bibliothèque n'était jamais venue à l'esprit de personne, comme je l'ai dit dans mon introduction. Et c'était cette rencontre sur laquelle nous revenons souvent à Accès, mais qui reste encore à rappeler, entre donc Geneviève Path, Emilia Ferrero, René Dyadkine et tous les gens de l'éducation nationale, qui a déclenché la création d'Accès et en tant que mobilisateur des services de bibliothèque et avec l'appui du ministère de la Culture, Jean Gattegno à l'époque, qui nous a beaucoup soutenus. Alors, mon intervention théorique, elle est un petit peu difficile parce que nous allons parler de comment notre action, depuis tout ce temps, puis qu'ici le public connaît bien, comment cela prépare à l'apprentissage de la langue écrite. Alors, je me suis quand même, c'est un peu acrobatique, mais il faut quand même que nous parlions de ce que c'est vraiment, de ce que sont les systèmes d'écriture, du graphisme. Et ce n'est pas le sujet c'est pas le sujet du colloque. Donc c'est pour ça, pardonnez-moi si je fais un peu des acrobaties. Et en tout cas, je vous conseille de relire René Dyadkine. J'ai donc amené là les publications. Bon, ce livre est épuisé, mais nous l'avons dans le contenu dans nos sites et des citations importantes du colloque les 10 ans d'Accès. Alors, l'idée de ces fondateurs, c'est vrai que l'objet, il faut d'abord bien repérer que l'objet dont nous traitons, ce n'est pas les notations, ce n'est pas l'écriture proprement dit, ce n'est pas l'apprendre à lire tel qu'on le fera après 6 ans. Je parle d'Accès en général. Nous parlons de la langue, et Veillot va en parler cet après-midi, de la langue du récit, c'est-à-dire celle qui, dans le langage, et Agnès Florin parlera aussi de cette transmission, ce qui, dans l'oral, est propre à être écrit. Donc, je passe à très grands pas, puisque ça va être dit par les autres orateurs et que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il n'y a pas lieu de faire des apprentissages de l'oral avec les bébés, mais par contre, nous valorisons cette forme récit. Par contre, évidemment, une fois que l'enfant saura se constituer comme un sujet, comme un moi-je, aussi important que d'autres moi-je, mais pas moi. Quand il aura vraiment acquis le statut de sujet, comme on dit, à ce moment-là, il pourra accéder à des apprentissages pédagogiques du langage écrit proprement dit. Il pourra apprendre à lire, mais pas vraiment avant. Et donc, ce que nous avons pu mettre en place, c'est justement, et dont vont parler les autres orateurs, c'est justement ce côté ludique et extrêmement riche de cette partie du langage qui est propre à être... Bon, je répète là des choses que beaucoup d'entre vous connaissent et que nous avons publiées, en tout cas qui sont sur notre site. Cette partie du langage qui sera propre à être utilisée par les enseignants à ce moment-là pour les apprentissages proprement dits. Alors, l'idée théorique, c'est donc que dans le premier temps, il s'agit d'une compétence du bébé, nous en parlons souvent avec les travaux des Veillot, tous les travaux des linguistes, les compétences du bébé pour apprendre la langue. Ce sera pour apprendre la langue orale.
Et les linguistes, les psycholinguistes parlent de cette forme de l'oral qui est propre à être écrite. Et dans un deuxième temps, ce sujet beaucoup plus complexe qui est la langue écrite proprement dite. Alors, l'idée, l'étincelle, je dirais, géniale de René Dadkin, qui a été la rencontre, pas la rencontre, mais dans un certain contexte collectif, parce qu'il connaissait très bien les travaux d'Emilia Ferrero, qui montraient que l'enfant déjà avait un grand intérêt pour les formes écrites de la langue. Sujet connu de la plupart d'entre vous, sinon vous y référez. On écrit le nom des grosses bêtes, éléphants, lions, avec un peu plus de lettres. Le nom des petites bêtes, on en enlève. Toutes ces théories, dès l'âge de la 3e année, en tout cas 4e année, les enfants vont avoir des théories, et je renvoie aux travaux de Laurence Lantin qui montrent comment on fait ça quand on est dans des grands groupes, que l'enfant a le droit de savoir comment s'écrit son nom, par exemple, autour de ses propres affaires, mais qu'on ne va pas se mettre à lui faire des apprentissages sophistiqués de la langue. Donc l'idée, c'est qu'a apporté René Dadkin, c'est cette complexité de la langue qui, en fait, peut être devancée dans les toutes premières années par le jeu avec la langue écrite. Et avec la langue qui peut s'écrire, c'est-à-dire la langue du récit. Tout ça est un petit peu, ce sont des données complexes, mais dans la pratique, c'est assez simple à comprendre. Et dans notre article que nous avons de François Bresson, que nous mettons, et les interventions des Veillot, ça devient limpide quand on l'analyse ensemble entre professionnels. Marie, quand tu parles de la langue du récit, c'est donc la langue qu'on trouve dans des albums. Dans l'oral. Et pas que dans les albums, c'est aussi les contes qu'on peut raconter par oral, pas simplement avec un livre, mais ceux qui se trouvent, qui peuvent avoir une forme écrite. Alors oui, ça fait partie des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir dans mon introduction. Nous savons que c'est la même langue qui existe dans la transmission orale. Et nous-mêmes, nous faisons une transmission orale. Mais parfois, nous pouvons démontrer que l'enfant s'intéresse aussi à l'objet de la langue écrite, précisément. Donc, il y a à ce moment-là, dans la lecture de l'enfant, quelque chose qui, selon notre théorie, montre que c'est avant tout l'angoisse et la construction de l'objet absent. C'est-à-dire que l'enfant va se trouver seul, il est seul quand il dort, en tout cas, l'inévitable séparation du sommeil, et à ce moment-là, les objets, la relation privilégiée avec la mère, ou la mère du matin, l'autre personne, peut-être le père qui donne les soins du matin, en tout cas le personnage maternel, qui se réfère toujours à la mère, on a comme modèle, surtout quand l'enfant est en difficulté, nous voyons ça constamment. Donc l'enfant va se construire et utiliser le récit pour se rassurer, au réveil de ses rêves par exemple, se rassurer que la présence est bien constante. Et cette construction d'un objet absent de la mère, qui va rester, même si elle est absente et même si elle fait d'autres choses, et c'est toujours fantasmé par l'enfant que ce qu'elle fait, c'est être avec une autre personne que lui. Suivez mon regard. Et donc, ce lien avec qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'est pas là, ce lien avec l'autre parent, avec le père, va être un facteur structurant, très constructif, mais aussi un facteur d'angoisse pour l'enfant. Et le fait de lui raconter des histoires, étant toutes les civilisations, nous avons eu l'année dernière, ce colloque sur le bilinguisme, l'intervention de Bernadette Bricou, qui nous a montré la richesse et la polysémie, la diversité de tous ces contes qui se retrouvent et qui sont renouvelés à chaque génération par nos auteurs préférés. Nous allons avoir Anaïs Vojlad, qui est cette créatrice et qui reprend la tradition à portée de cette angoisse de l'enfant. Cette angoisse qui d'ailleurs est constructive. Et nous le voyons beaucoup dans les observations de nos séminaires.
Donc, dans le livre préféré, un des livres préférés, il aimait bien les histoires d'ours aussi, d'ailleurs, d'autres. Mais enfin, il a beaucoup théorisé sur les contes merveilleux et ce livre était une référence assez privilégiée. J'ai repéré quelque chose de complètement dans notre sujet. Boucle d'Or était une toute petite fille aux cheveux blonds bouclés qui habitait avec sa maman, une maisonnette près du bois. Et Boucle d'Or va aller se perdre dans les bois. On raconte Boucle d'Or à une petite fille de 3 ans. Et avant même de raconter l'histoire, elle dit elle l'a grondée, sa maman. Ce n'est pas mentionné dans le livre. Ensuite, vous connaissez l'histoire, je ne la reprends pas. Elle va rencontrer la maison vide des 3 ours. Elle se met dans le... Elle essaye les chaises, elle essaye les lits. Et elle mange leur soupe. Et à la fin, les ours arrivent. Et évidemment, cette histoire montre le courage de la petite fille qui brandit la peur, mais qui en même temps se sent très coupable. Donc, c'est dans l'observation. Au départ, elle dit elle a grondé sa maman, ce qui n'est pas dans le texte. Et elle est allée dans le lit. Elle est sortie dans l'illustration par la fenêtre, vivement. Et René Diatkin aimait beaucoup ce passage où il disait que la scène primitive, c'est-à-dire l'idée de qu'est-ce qu'on fait, que font les grandes personnes dans les lits, parce qu'elle ne va pas dans le grand lit, dans l'histoire. Elle s'installe toujours elle s'approprie, dans le fond, le vécu du petit ours par rapport au grand ours. Donc, je ne sais pas très bien si c'est la maman ou le moyen ours. Ce n'est pas très bien précisé. Et à la fin, les 3 ours, qui n'étaient pas de méchants ours, toute la culpabilité de l'enfant et la peur de l'enfant est quand même très présente, n'essayèrent pas de la rattraper. Mais le grand ours lui cria « Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas sa maman. » Le moyen ours, de sa moyenne voix, « Tu as oublié ton bouquet de jacinthe. » Voilà l'esthétique au passage du tournant. Et le petit ours, de sa toute petite voix, eut la bonne idée de crier aussi « Prends le petit chemin à droite, petite fille. » Boucle d'Or prit le tout petit chemin à droite. Et il conduisait bien vite hors du bois, et juste à côté de sa maison. Et à ce moment-là, la petite fille dit, elle l'a grondé, sa maman. Ce qui n'est pas dans le texte, mais ce qu'elle a fait. Alors, je voudrais m'arrêter sur une partie de l'observation de sa toute petite voix. Et ils ont tous le bras en l'air, comme ça. Le petit... Et la petite fille, à droite, elle met le doigt sur à droite. Et elle dit, c'est ce que nous interprétons, mais enfin, je crois qu'avec notre observation, elle voit écrit à droite. Alors, évidemment, Emilia Ferrero serait là, à 3 ans, si elle voulait écrire à droite, ça ne serait pas tout à fait ça. Hein, elle mettrait des choses, ou peut-être... Après, elle ferait un dessin. Voilà les dessins que font les enfants à cette époque-là, dont je vais reparler dans un instant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle complète l'histoire en disant, à l'ouverture, elle va la gronder sa maman, et, ce qui n'est pas du tout dans le texte, et à la fin, non plus, ce n'est pas dans le texte, elle dit qu'elle a grondé sa maman à la fin de toutes ces aventures. Il s'agit donc d'un départ dans le vaste monde en se demandant si ça va bien être autorisé, si on va être fâché ou pas quand on a envie de cueillir des belles fleurs et qu'on ne pense plus qu'il y a la peur du noir et tout ça et qu'on se retrouve bien ennuyé, mais avec une situation très intéressante où on découvre un univers merveilleux. Il n'y a pas de différence dans ces histoires entre le monde du réel et le monde de la réalité. Cela viendra plus tard, avec ce qu'on appelle le conte romantique, les contes d'Hoffmann, où il y a, et après Harry Potter et tout cela, où il y a la contradiction entre des personnages réels et des personnages l'imagination, le monde
monde magique qui va les angoisser, mais d'une façon avec la conscience du monde réel. Là, l'angoisse est différente, et en même temps, elle se double de cette chose, de ce plaisir intense de découvrir le vaste monde. Dans cet premier investissement de l'écrit, qui est fréquent chez les enfants dans nos observations, nous voyons bien qu'à cette époque-là, l'enfant n'est pas apte à apprendre à lire et à écrire, à subir en quelque sorte un enseignement. C'est une erreur de lui demander de décrypter des mots. Ce n'est pas du tout cela qu'il faut faire. Les bons conteurs, je pense à toutes nos formatrices, lectrices, conteurs qui travaillent avec nous, ne vont pas se saisir. Mais il est très important que ce parcours, ce jeu, cet exercice absolument gratuit avec les lettres, vraiment, avec l'écriture, soit accompagné et soit pris dans le plaisir de s'approprier les histoires. Pour René Dyadkine, tout ce cheminement, proche de Winnicott, mais aussi proche de Piaget, tout ce cheminement était en fait la conquête de se constituer soi-même comme sujet devant la situation édipienne, devant le couple des parents, et d'être soi-même dans tout ce parcours, dans la construction, d'accepter l'idée de l'objet absent. En fait, toutes ces années, ces 5 premières années, pendant toutes ces premières années, ce qui domine, c'est en fait qu'on est le centre du monde, que le moi-je n'est pas encore constitué dans la collectivité, qu'on ne se situe pas encore en sujet, proprement dit, mais que la conquête du monde, la conquête de l'amour des autres, va être soumise à l'autorisation des parents. C'est ce qu'on appelle la construction de l'objet absent et de toute l'angoisse, des angoisses qui y sont attenantes. Donc, avant de passer à l'apprentissage proprement dit de l'écriture, il faut que cette appropriation de la langue du récit, qui est la forme dans la langue, qui va pouvoir ensuite être apprise par les enseignants, il faut que l'objet absent, que le sujet soit déjà constitué. Voilà en fait, et je vous invite à relire tous les textes lumineux de René Dyadkine qui accompagnaient le travail d'observation que nous faisons depuis presque 40 ans maintenant et qui montraient qu'en fait, cette structuration de l'angoisse, ce dépassement et ce plaisir, parce que c'est pas uniquement quelque chose de terrifiant, c'est aussi la conquête du monde, la conscience par l'enfant, qui va devenir lui-même un personnage aussi important que ses parents. Mais enfin, il est tout petit. Moi, je dis souvent que les bébés dont on s'occupe dans les PMI, enfin, la PMI, ça va jusqu'à 6 ans. Mais après, les rencontres sont plus espacées. Quand vraiment ce sont les équipes de PMI qui vont, ou les bébés de crèche sont concernés, je parle souvent de petits bébés et je dis qu'à l'école maternelle, ce sont de grands bébés. Le sujet n'est pas constitué. D'ailleurs, les bons instituteurs, les bons maîtres des écoles, avant l'entrée au CP, disent aux parents que ce qu'il faut faire avant qu'ils rentrent en CP, où il y aura bien quelques mois avant qu'il arrive à faire cet exercice si difficile de l'appropriation de l'écrit, qu'il dessine et qu'il raconte une histoire à partir des personnages qu'il a créés lui-même, avec lesquels il peut jouer à tous les sens du terme, mais aussi construire sa propre histoire et l'histoire des autres, avec lesquels il va se trouver en concurrence dans les apprentissages. Et c'est une autre histoire et c'est une étape qui sera seconde et qui sera importante. Donc, grande différence entre les premières acquisitions de la langue, qui sont des acquisitions qui existent spontanément, jusqu'à un certain âge, puisqu'on sait qu'après l'âge de 6-7 ans, l'enfant ne pourra pas, restera apprendre le langage oral. Le sont les autres mammifères qui ne parlent pas.
Donc, dans la première période, l'enfant, comme la bipédie, comme la marche, comme s'alimenter, comme le fait d'avancer dans l'espace, de mesurer la hauteur des obstacles, tout ça, Piaget l'a fort bien décrit, c'est inné, et il suffit à l'adulte de l'accompagner. Comment l'adulte l'accompagne-t-il? En réveillant en lui-même ce qui était également inné pour lui, et le rapport avec la personne qui donne les soins maternels, qui a toujours comme modèle la mère, va être très aisé, facile. Il suffit de l'appuyer pour les professionnels pour entrer notamment dans cette fameuse partie orale de la langue du récit. C'est ça que nous faisons. Et dans un deuxième temps, cela prépare à un exercice très complexe pour lequel il faut une forte motivation. D'ailleurs, il y a eu plein de temps historiques où même les rois n'apprenaient pas, les familles royales n'apprenaient pas à lire, mais avaient des scribes et des lecteurs. Depuis la période où on connaît les collections des contes merveilleux vers le XIe siècle, on sait aussi que l'apprentissage systématique de la lecture à 6-7 ans a été beaucoup plus tardif pour la généralité. On monte là dans ces apprentissages de notation, de l'écrit. Donc il y a ce paradoxe qu'à l'âge où on raconte Boucle d'or à l'enfant, il y a déjà une motivation que Emilia Ferrero a très bien décrite, mais que tant que le sujet, le moi-je, le fait que le rapport avec les adultes ne sera pas est-ce que je vais être grondée ou pas quand je vais découvrir quelque chose, mais deviendra plus un désir de conquête dans le fond du monde des adultes, en schématisant on peut dire ça. Donc il faut préparer cette seconde étape qui est l'appropriation de l'écrit. Et pour cela, il faut accompagner l'enfant dans ce que René Détkin a bien cerné comme étant la constitution de l'objet absent, de l'autre, dans des histoires, dans des récits, même quand il n'est pas présent physiquement, même quand dans chaque rêve de la nuit, où on est toujours seul, il peut être... Toute cette évolution est liée au dessin et à l'évolution du dessin. Pour nous, adultes, qui sont parfois assez démunis pour comprendre sur la tête des bébés, mais nous avons quand même quelque chose de très précieux, c'est l'inscription dans notre souvenir, le plaisir partagé que nous avons quand nous le faisons, c'est-à-dire dans une activité, plus que dans une lecture, ou plus exactement dans des lectures de textes savants associées à des mises en pratique. Tout ceci est accompagné par l'évolution du dessin. Et il est simple de dire, tout le monde comprend, que si l'enfant ne sait pas dessiner plusieurs bonhommes à qui il arrive des choses sur un dessin, il sera difficile de le plonger dans cette activité où il doit être très, très motivé de s'emparer de cet outil qu'est l'écriture pour lire lui-même ces fameux contes merveilleux et autres histoires. Donc l'illustration, et donc je pense à Annick Bauchlade, l'illustration et le jeu qui est différent. C'est une chose que nous oublions et qui est réveillée en nous, ce jeu entre le texte et les images. Les beaux albums que nous avons, là je vous montre Anne Berthier, excusez-moi, qui montre à merveille la dynamique entre les premières illustrations, tel Petit Bleu et Petit Jaune, que tout le monde connaît, et ce qui sera en même temps un bon repérage. L'enfant dit crie pour écrire, l'enfant dit signe pour dessiner, mais il va encore mettre une deuxième vie, de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, pour dessiner le bonhomme. De la même façon, il va, dans le langage oral, prendre tout ce temps pour se repérer en tant qu'une petite personne qui est déjà un sujet. Les deux choses vont ensemble. Et donc, l'évolution du dessin, ce qui serait encore un autre sujet, Claude Avram pense que, par exemple, ces ronds dans les ronds, ces petits ronds dans les grands ronds, pourraient déjà être un prémisse de l'écriture. Quand l'enfant dit « crie », ça serait issu plutôt de cela. Voilà.
Donc, accompagner le dessin, on a parlé de l'éveil culturel, me paraît très important. Et enfin, et là je n'en dirai rien, la musicalité, la musique des histoires. Berceuse et comptine vont de pair, et nous avons nous-mêmes un ton musical, quelque chose du registre de l'harmonie, quand nous lisons des histoires, et c'est ça que nous apprenons beaucoup des bibliothécaires. Donc voici comment ces constructions, que j'ai eu un peu de mal à vous exposer, vous avez prévenu à l'avance que c'était un thème difficile, sont issues de cette collaboration, de cette constance présence. Et là, j'indique que c'est très important que ce soit, passe encore en autre chose, que ce soit bien mis en place dans les services publics basiques. Par exemple, pour la musique, il se fait beaucoup de choses entre les conservatoires et les écoles maternelles. C'est très important d'en tenir compte et de ne pas avoir de projets qui arrivent sans tenir compte de déjà ce qui se faisait. Je pense à des expériences à Montpellier, avec l'orchestre de Montpellier, où ils vont dans les maternelles faire fabriquer des instruments, des choses comme ça. Donc, ces trois aspects culturels, nous avons accompagné leur création, et c'est au balbutiement. C'est un monde qui n'est pas encore entièrement connu sur le plan théorique, et on va le faire avec les prochains orateurs. Merci Marie. Je voulais juste, voilà, peut-être applaudir. Mais non, mais ça, c'est le langage, c'est l'oralité. C'est aussi, voilà, on ne lit pas des choses toutes écrites, et c'est ça qui en fait tout le charme. Marie, juste, bon, alors tant pis, vous avez vu qu'il y avait une citation qui accompagnait justement la présentation de Marie. Est-ce que tu veux la lire ou que je la lise, parce qu'elle n'est plus derrière toi alors qu'elle était, et je pense que c'est une condition préalable. Je crois que le plus grand obstacle, c'est pour ça que nous choisissons toujours de remettre cette citation, Veillot on parle beaucoup, Dominique, le plus grand obstacle, c'est que jusqu'à 6 ans, que ce soit Piaget, que ce soit les psychanalystes, que ce soit les spécialistes du langage et de toute autre spécialité concernant la petite enfance, il n'y a pas d'inégalité quand il s'agit, par exemple, de l'appropriation de la langue orale. Il n'y a pas d'inégalité si les enfants sont bien portants, n'ont pas de lésions neurologiques d'une classe sociale à l'autre. Et je pense que c'est ça le plus grand obstacle pour faire progresser les projets en politique, en fait. Voilà. Merci Marie.